La prochaine invitée, on va parler de comptabilité. Comment utiliser sa comptabilité pour identifier les fuites d'argent. Elle va venir nous partager 5 points à surveiller pour être certain que notre entreprise ne manque pas de gaz. Alors, c'est Geneviève Pesan qui vient nous parler. J'ai de la misère avec ma voix. Salut Geneviève. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Un peu nerveuse, mais ça va aller. Je comprends. Alors, pourrais-tu nous parler des 5 problématiques, des 5 points à surveiller pour que notre entreprise ne manque pas de gaz? Donc, c'est ça, comme on avait discuté, on a identifié 5 points à surveiller. Pour identifier les fuites d'argent, mais c'est ça. Surtout s'assurer que l'argent, en tout cas dans la mesure du possible, reste le plus possible dans notre compte de banque. Idéalement, on ferait ça au minimum à chaque mois. Mais pour les 2 premiers points, moi, je prône beaucoup de se mettre le nez dans sa comptabilité au moins à chaque semaine. Donc, au moins sur une base hebdomadaire, là, je dirais les 2 premiers points, ça serait à vérifier même à chaque semaine. Donc, pour le premier point, c'est la facturation. La question à se poser, est-ce que notre facturation est faite? Est-ce qu'elle est à jour? Et est-ce que les factures ont été envoyées aux clients? C'est une question un peu non, ça a l'air bien de base, mais en fait, la facturation, c'est parce que tout part de là. On n'aura jamais d'argent dans notre compte si on n'envoie pas nos factures à nos clients. Donc, c'est important de regarder qu'est-ce qu'on a fait dans le mois, est-ce que tous les services rendus ont été facturés, les commissions, est-ce qu'on a comptabilisé ça dans notre comptabilité, les versements à recevoir. Donc, par exemple, si on travaille par mandat et qu'on a, disons, pris une entente avec notre client, là, qu'on recevrait 3 ou 4 paiements étalés dans le temps selon comment le mandat ou le projet avance, mais c'est un beau geste professionnel de montrer, OK, ce mois-ci, le paiement numéro 3 est dû, voici la facture. Donc, c'est important d'être à jour aussi à ce niveau-là. Donc, sans la facturation, les clients ne paieront pas. Puis, c'est important de s'assurer au moins à tous les mois que notre facturation est à jour. Et un autre point qui est important à regarder, c'est nos termes de paiement. Donc, est-ce qu'on a défini pour nous, c'est quoi les termes de paiement, comment on veut être payé et aussi dans combien de temps on veut être payé. Donc, pour les nouveaux clients ou les nouvelles factures, c'est important de communiquer ça clairement à nos nouveaux clients. Il faut que ça soit écrit dans un contrat sur les factures. C'est intéressant ce que tu racontes sur la facturation, Geneviève, parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, de solopreneurs, des gens qui sont à leur compte, comme on dit, là, où on les appelle les travailleurs-preneurs chez Alias, mais j'en rencontre beaucoup qui ce petit détail-là est un gros problème, c'est-à-dire qu'ils sont tellement occupés à livrer leurs services aux clients qu'ils font leur facturation quand ils ont le temps. Mais quand ils ont le temps, c'est des fois 2 semaines après la prestation de service. Ça, c'est 2 semaines où tu as financé ton client. Puis, je ne sais pas, là, mais la plupart de ces gens-là travaillent souvent pour des business qui sont pas mal plus grosses qu'eux-mêmes. Alors, moi, je leur dis toujours à la blague, c'est toi qui finances, je ne sais pas, moi, c'est toi qui finances Jean Coutu. Je dis, hein, pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, là, il me semble que ça fait comme 3 semaines que tu n'as pas envoyé ton bill encore. Puis, Jean Coutu va probablement prendre 60 jours à te payer. Ça veut dire quasiment 90 jours de temps après que tu as fait du travail que Jean Coutu va te payer. Donc, tu les as financés pendant 90 jours. Tu te rends compte, tu finances le groupe Jean Coutu. Hey, t'es big chose. Oui, ça prend les reins très, très solides, effectivement, pour faire affaire avec des grandes entreprises comme ça. Malheureusement, pour un pigiste ou un travailleur autonome, parfois, on ne fait pas le poids face à leurs procédures. Si eux autres ont décidé que nous, nos comptes fournisseurs, on les paye selon tel cycle, parfois, on n'a pas beaucoup de levier de négociation. J'ai beaucoup de pensées pour nos pigistes, des fois, qui travaillent pour des agences, ils se font payer à 30-45 jours. Fait que pour un pigiste, que c'est sa seule source de revenus, je trouve que c'est un très long délai pour se faire payer. Donc, il faut s'assurer qu'à toutes les semaines, on envoie des factures pour qu'à toutes les semaines, dans le temps, on reçoit des paiements. Là, puis ce qui est fascinant, notre flux. J'ai vécu récemment l'achat d'un service de consultation en ligne d'une entreprise que je ne connais pas. Je les ai trouvés sur Internet. En fait, je les suivais sur YouTube. Puis à un moment donné, j'ai eu besoin d'aide. J'ai cliqué sur le petit piton. Je me suis ramassé sur leur site web. Puis il y avait 3 offres. Donc, un taux horaire, 250 US $, une banque de temps ou un forfait pour un projet. Je disais, moi, je me qualifie pour le forfait. Je te raconte l'histoire vite. Je remplis le petit formulaire pour les assurer que je remplissais leurs conditions de forfait. Et il me retourne un courriel. Tout ça, c'est automatisé. Oui,
Tu fais l'affaire, tu rentres dans notre case forfait. Voici comment ça se passe. Il y aura une réunion, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça. Au terme de la réunion, si vous êtes satisfait, vous serez invité à procéder à la prochaine étape, donc payer le forfait. Écoute, c'était magique, là. Fait que moi, j'ai booké en ligne, sans parler à personne, un rendez-vous d'1 heure. La personne se pointe au bout d'1 heure, répond à toutes mes questions sur le forfait. Après, il dit, j'ai répondu à tes questions? Oui. Alors, je vais t'envoyer un courriel qui confirme le début du forfait. Ça pourrait être à telle date, telle heure, patati, patata. M'envoie le courriel en raccrochant. Ça devait être automatisé. Il y a dû peser sur un petit piton. J'ai reçu le courriel. Et du coup, je payais tout de suite. Donc, j'ai reçu la facture. J'ai payé 2000 $ US. J'ai fait send. J'ai payé. J'ai reçu ma facture, mon reçu. Tout était fait. Puis, il n'y avait pas encore livré de service. Voilà. Mais ça, dans le fond, la facturation, moi, je trouve que c'est quelque chose qui va beaucoup s'arrimer au modèle d'affaires. C'est ce que Mélanie nous a parlé en début de rencontre. Il faut prendre des décisions sur comment on veut être payé, comment on veut facturer. Est-ce qu'on fonctionne à l'heure? Est-ce qu'on fonctionne à forfait? Est-ce qu'on... il y a vraiment plein de façons de fonctionner. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser, puis c'est en lien avec notre modèle d'affaires. Fait que c'est deux aspects qui sont très, très reliés, mais il faut prendre des décisions là-dessus. Puis, c'est ça, c'est un point qui est super important parce que sans facturation, il n'y a pas d'argent qui rentre dans notre compte. Ton deuxième point, c'était faut se faire payer. Oui, les paiements de clients. Donc, si on n'a pas de système automatisé, comme tu nous as parlé, Serge, quand on envoie des factures et qu'on veut se faire payer plus tard, il faut faire nos suivis. Donc, si on utilise des logiciels de comptabilité infonuagique, on peut programmer des rappels automatisés qui vont partir aux clients pour rappeler nos clients, la facture X ou Y est encore due. Par contre, ça veut dire qu'il faut être rigoureux dans le suivi de nos paiements, puis il faut l'indiquer dans notre logiciel que la facture a été payée pour pas que les rappels partent pour rien. Donc, c'est pour ça qu'à toutes les semaines, moi, je pense qu'il faudrait se mettre le nez là-dedans puis regarder, OK, c'est quoi les paiements que j'ai reçus? Je les apparais avec mes factures. Puis d'un point de vue plus macro, de regarder nos comptes clients, OK, est-ce qu'il y a des clients qui ont besoin d'avoir un suivi plus rapproché? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tous mes dus sont encore à l'intérieur de ma période courante, finalement? Donc, ça, c'est important. Puis, les paiements de clients, il ne faut pas hésiter à faire nos suivis, puis à sortir du courriel aussi après on peut faire un ou deux rappels par courriel, mais à un moment donné, si on a... Il ne faut pas laisser traîner les comptes clients, finalement. Donc, prendre le téléphone, faire des suivis de façon plus personnalisée, puis si on voit que les comptes clients traînent dans longueur, il faut être poli, il faut être professionnel, mais il faut être ferme aussi parce qu'on a rendu un service, on a envoyé une facture, on tient à être payé. Donc, je vois souvent, malheureusement, des gens qui disent « Ah, ça fait 6 mois que ma facture n'est pas payée. » Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait pendant 6 mois, là? Il ne faut pas attendre que le temps passe parce que plus le temps passe, plus ça va être difficile de se faire payer. Puis on ne peut pas passer une facture en créance irrécouvrable tant qu'on n'a pas démontré qu'on a fait les efforts nécessaires puis qu'on est sûr et certain qu'on a une confirmation qu'on ne sera pas payé. Donc, c'est vraiment important d'être très rigoureux là-dessus, d'avoir une gradation des mesures, de documenter ce qu'on fait. Et pour les plus récalcitrants, envoyer des mises en demeure. Des fois, juste ça, c'est assez pour démontrer son sérieux. T'sais, démontrer notre posture d'entrepreneur aussi, là, puis démontrer notre sérieux. Puis parfois, c'est juste assez pour déclencher le paiement. Ouais, puis juste le mot mise en demeure, hein, ça n'a pas besoin d'être écrit par le bureau BCF ou le grand bureau McCarthy-Tétrault. Ça peut être écrit par un avocat local de votre région ou même carrément ça peut être rédigé par avec nous-mêmes. mise en demeure en haut. C'est suffisant pour faire réaliser au client là, que là, ça commence à être sérieux. Il y a des procédures judiciaires qui pourraient être entreprises. Là. Lettre enregistrée ou même payer un huissier là, pour, voici la lettre, là, démontrer un peu votre sérieux. Puis, des fois, juste ça, c'est assez pour... Puis ça, on le ferait, disons que le terme de paiement il est de 30 jours, je ne le ferais pas à terme de 31 jours. C'est quand je me rends compte que le client il n'est pas... Non, là, on parle des comptes qui traînent un peu plus long. Après 30 jours, on peut envoyer juste un rappel. On reste gentil. Comme je dis, il y a une gradation des mesures qui doivent être prêtes. Donc, après 30 jours, on envoie un rappel par courriel. À 45 jours, un autre rappel. Mais à un moment donné, il faut prendre le téléphone. Puis, quand on est rendu à 60 jours et plus, là... puis on va le sentir aussi avec les communications qu'on a avec le client. Puis aussi, il faut arrêter de rendre un service. Si on a encore un levier avec le client, on peut aussi arrêter de rendre un service pour des
des services qui sont continus. C'est sûr qu'un coup que le projet est rendu et tout ça, bon, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose, mais donc c'est ça. Il ne faut pas envoyer une mise en demeure à 31 jours. Là. On veut maintenir la relation avec le client quand même. Là. Super. Puis si on passe maintenant au troisième point. Oui, bien, vérifier ses relevés bancaires, ses relevés de carte de crédit à tous les mois. J'ai l'impression que ce n'est pas donné ou acquis, disons, à tout le monde. Mais quand on regarde ces relevés bancaires, ces relevés de carte de crédit, on peut se poser la question, OK, est-ce que toutes les transactions qui sont là sont légitimes? Moi, ça m'est déjà arrivé de trouver des fraudes sur ma carte de crédit ou des achats que je n'avais pas fait. Donc, c'est important de les repérer puis de prendre les actions nécessaires là, auprès de Visa, Mastercard, là, l'émetteur de la carte de crédit, là, pour ne pas avoir à payer ça. Parce que si on reçoit le relevé puis on paye sans trop se poser de questions, mais on sort l'argent de notre poche puis il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire là, après ça. Donc, en même temps, ça nous permet de s'assurer, est-ce que toutes les dépenses qui sont là, c'est des dépenses pour notre entreprise, est-ce qu'elles sont toutes compilées dans la comptabilité? C'est comme ça qu'on peut aller chercher notre maximum de déduction puis de crédit. Moi, j'ai eu une cliente qui a fait la formation en ligne avec moi et puis elle ne vérifiait jamais vraiment trop ses relevés puis elle s'est rendue compte avec le temps que, elle payait des dépenses qu'elle n'utilisait plus, des abonnements récurrents pour des services qu'elle n'utilisait plus, puis elle se rendait compte qu'il y avait des déductions qu'elle n'était pas allée chercher. Fait que ça a été une bonne mise à jour pour sa comptabilité. Donc, même chose pour la TPS-TVQ qu'on paye sur des dépenses, mais c'est important d'aller tout compiler ça. Puis je pense qu'il est intéressant aussi, Geneviève, de mentionner que les soldes sur carte de crédit, beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que je ne l'ai pas payé ce mois-ci, je le paierai le mois prochain, parce que j'ai pas assez d'argent dans le compte de banque et tout ça, mais ça coûte très cher, ça, parce que les gens sous-estiment l'impact sur on parle de la thématique d'éviter les fuites d'argent, mais le solde d'une carte de crédit, ce n'est pas un taux bancaire à 5-6 %, c'est souvent du 18, du 20 Oui, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment voir la carte de crédit comme un mode de paiement et non pas comme une source de financement. Une source de financement. Il y a des sources de financement qui sont plus abordables qu'une carte de crédit. Mais effectivement, puis les travailleurs autonomes, souvent, on a des dépenses personnelles qui sont mêlées sur la carte de crédit avec des dépenses d'entreprise. Donc, si on dit que les dépenses, disons, ce qu'il y a sur le relevé de carte de crédit est contaminé par des dépenses personnelles, mais les intérêts qui nous sont facturés, mais ils ne deviennent pas déductibles d'impôts. Fait que c'est pour ça que, payer son solde chaque mois, c'est déjà une bonne idée. Mais pour éviter ça, ça prend une très, très bonne séparation de ses comptes bancaires personnels, entreprises, dans la mesure du possible. Puis on a un super de bon partenaire qui s'appelle la Banque nationale qui va se faire un plaisir de vous ouvrir un compte bancaire entreprise pour justement séparer vos dépenses personnelles de vos dépenses d'entreprise. Puis moi, j'ai une question avant de passer au quatrième point, puis après ça, on va enchaîner les 2 derniers points. Mais si je me rends compte, demain matin, je vérifie mes cartes de crédit, puis je me rends compte que ça fait 2 ans que j'ai un paiement qui passe sur ma carte de crédit, qu'on va dire que c'est 30 $ par mois, je ne m'en rends pas compte. Est-ce que c'est quoi mon délai de temps que je suis capable de reculer en arrière pour passer ça en dépenses dans mon entreprise? Pour passer ça en dépenses, c'est sûr qu'il y a toujours moyen d'aller faire des corrections des rapports d'impôts. On peut reculer dans le temps. Pour la TPS, TVQ, pour aller rechercher les crédits de taxes, c'est 4 ans à partir du moment où on est inscrit. Là. Donc, si on est inscrit il y a 4 ans, il n'y a pas de problème. On peut retourner 4 ans en arrière pour récupérer des crédits de TPS, TVQ. Mais on peut toujours modifier des rapports d'impôts, puis aller faire des corrections, puis rajouter des dépenses jusqu'à 6-7 ans dans le passé. J'imagine qu'on peut modifier ces rapports d'impôts. Mais encore là, il faut voir, là, ça vaut-tu la peine de faire toute la démarche pour un petit montant. Si c'est des gros montants, oui, là, on va le faire, là, on va récupérer de l'impôt. Parfait. On va passer au quatrième point en 2 minutes, Jen. OK, parfait. Dans le fond, les obligations fiscales puis les paiements à venir. Donc, quand ça soit à la fin du mois, on peut regarder qu'est-ce qui s'en vient dans le mois prochain. Donc, pour un travailleur autonome, il y a les acomptes provisionnels d'impôts 4 fois par année à payer dans certains cas, les déclarations de TPS, TVQ. Puis, si jamais on embauche, on a des employés à notre embauche, bien, il y a des retenues à la source qu'il faut remettre. Donc, c'est toutes des fréquences de paiement différents. Puis ça varie d'une personne à l'autre aussi. Donc, c'est bon de se poser la question, qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain mois? Est-ce que j'ai les liquidités nécessaires pour les payer? Et même chose pour les fournisseurs, nos sous-traitants,
s'il y a des paiements qui s'en viennent, vérifier où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a de l'argent. Ça fait que ça va nous inciter peut-être à aller au point 2 puis aller faire des suivis de paiement client pour pouvoir payer ce qui s'en vient. Donc, ce qui est important là, pour éviter les fuites d'argent à ce point-là, c'est de ne surtout pas faire de déclaration en retard parce que les frais de retard, c'est un pourcentage sur le montant qui est dû. Donc, une déclaration de TPS des véhicules là, de quelques milliers de dollars à remettre, un 5 à 7 de frais de retard, ça peut monter vite. Et les intérêts, ils commencent à s'accumuler de façon quotidienne si on n'a pas payé à temps. Mais il ne faut surtout pas déclarer en retard. Parce qu'encore une fois, les frais de pénalité, de retard, de déclaration, puis les intérêts qui sont dus sur des sommes au gouvernement ne sont pas déductibles d'impôts. Donc, c'est de l'argent direct pris dans le profit qui ne donne rien si on sort ça. C'est bien plate, là, mais il n'y a aucun avantage à payer ces frais-là. Donc, c'est... Les acomptes pour les gens qui nous écoutent, c'est combien de fois par année? C'est 4 fois par année. 4 fois par année. Oui. Donc, si on dépasse un certain seuil d'impôts à payer dans les années précédentes, le gouvernement va envoyer des petites lettres pour dire, maintenant, tu dois payer ton impôt, pas juste à la fin de l'année quand on fait notre déclaration d'impôt, mais au courant de l'année en cours. Donc, c'est une estimation de l'impôt qu'il y a à payer. Un peu comme les salariés, toutes les 2 semaines, l'impôt est payé au courant de l'année. Donc, on demande de faire la même chose aux travailleurs autonomes, de payer 4 fois par année leurs impôts. Alors, être attentif, là, les déclarations d'impôts arrivent. Restez à l'affût après ça dans votre boîte aux lettres pour voir la lettre que vous allez avoir pour les acomptes provisionnels. On va passer au point numéro 5. Oui, c'est toujours bon à la fin du mois de vérifier ses résultats, sa performance globale. Donc, est-ce qu'on a un tableau de bord financier? Est-ce qu'on a un budget? Est-ce qu'on a respecté notre budget? Donc, il y a des petits indicateurs qu'on peut regarder comme ça avec notre comptabilité. Bon, les faciles, on peut nommer les ventes, par exemple. Donc, est-ce qu'on c'est comparable au mois passé ou à l'année passée? Quand on est saisonnier, des fois, ça va, il y a des saisons puis il y a des fluctuations dans les revenus. Est-ce qu'on s'est fixé des objectifs de revenus? Est-ce qu'on est on target? Est-ce qu'on les atteint? Est-ce qu'on les dépasse? Est-ce qu'on est en dessous? Donc, en regardant nos résultats, finalement, tous les mois, on peut voir comment on peut s'ajuster. C'est la même chose pour nos dépenses aussi. On regarde, OK, est-ce que je respecte mon budget? Mes dépenses, comment ça va? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça baisse? Est-ce qu'il y a de la place pour des investissements prochains? Ma marge de profit à la fin du mois, est-ce que ça diminue? Est-ce qu'il y a une tendance à la hausse, à la baisse? De faire ça à chaque mois, ça te permet de corriger le tir en cours d'année et pas arriver au temps des impôts à la fin de l'année et puis voir, oh mon Dieu, j'ai pas fait d'argent ou j'ai fait trop d'argent ou bon. Puis pour regarder ça à la fin, comme qu'on a vu au départ, il faut que ta facturation soit à jour, puis il faut que tes dépenses soient à jour. Parce que si on regarde un budget, un état des résultats avec nos facturations et nos dépenses pas à jour, c'est presque regarder quelque chose qui ne sert à rien. Oui, exactement. Exactement. Gros merci, Geneviève. Moi, je retiens plusieurs choses, mais globalement, je te dirais que je retiens surtout le fait que l'espace réservé à, je dirais, à la saine gestion de la business vient créer de la valeur dans la protection du capital. Souvent, les gens se disent « Ah, moi, la comptabilité, j'ai ça », puis ils mettent ça dans des factures sur un coin de bureau, mettent ça dans un sac de papier, là, la vieille formule, dans un sac de papier, puis on met ça chez le comptable à la fin du mois. C'est une catastrophe parce que ce laxisme-là fait que l'argent n'est pas dans vos poches, mais il se trouve dispersé souvent dans les poches de vos clients. L'argent qui est dispersé dans les poches de vos clients vous coûte plus cher en intérêt, vous coûte souvent en pénalité à l'impôt parce que vous n'avez pas le cash pour faire les avances provisionnelles. Bref, cet argent-là qui dort dans les autres coffres que le vôtre est souvent dû à un certain laxisme que je dirais de base, parce que j'écoutais les trucs que tu as présentés aujourd'hui. C'est pas du rocket science, là, comme on dit en anglais, puis pourtant, c'est tellement fréquent comme problème. Si tu en parles, c'est pas parce que, justement, c'est pas parce que c'est des chimères, tu en parles parce que c'est des faits, tu le rencontres au quotidien. Puis moi aussi, je le vois souvent dans des petites entreprises. Un électricien avec qui je jasais il n'y a pas longtemps, qui me disait que c'est un de ses gros problèmes, lui, c'est la facturation. Là, je dis, voyons, non, tu as des problèmes de facturation. Ah, je n'ai jamais le temps de facturer. C'est terrible. J'aimerais ça pas avoir le temps de facturer. C'est un beau problème, mais c'est un problème pareil. C'est comme ça n'a pas de bon sens. Là, imagine tout le trouble qu'il y a, lui, de gérer des factures qui arrivent trop tard chez le client. Puis là, le client qui dit, c'est pas ça qu'on avait dit. Puis là, il ne paye pas, ou il s'astine, ou il attend que tu le rappelles pour le collecter avant de s'astiner. Fait que là, tu es rendu à 60-70 jours plus tard. C'est terrible, ça, pour des entrepreneurs qui vendent de leur temps. Là.
Ouais. Ou je dirais pire que ça, Serge, des entreprises qui oublient complètement une facture. Si tu attends trop longtemps, ça se peut que le papier se soit perdu et que tu aies oublié que tu aies rendu le service à un domicile. Oui, tout à fait. Puis on parlait de la collection de comptes à recevoir. Là. Moi, je faisais une mathématique dans le temps. Je disais, imagine pour ceux qui vendent des produits, ben, si tu as, je sais pas, moi, 100 000 de recevables, puis là-dessus, tu en as 10 000 que tu collectes jamais. Ben, ces 10 000-là, c'est des pertes nettes, là, parce que toi, tu perds le profit que tu faisais sur la vente de 10 000, plus le coûtant, parce que le produit, c'est le client qui l'a. Là. Fait que tu perds le 8 000 de coûtant. Fait que 10 000, si tu fais à la fin de l'année 30 000 de profit, ça veut dire que tu as perdu 33 de tous tes efforts de l'année dans une seule mauvaise pratique qui s'appelle « appelle donc tes clients pour leur dire qu'ils doivent de l'argent ». Alors, c'est des pratiques relativement simplistes quand on les regarde là, mais tellement efficaces quand on les applique au quotidien, particulièrement dans les plus petites entreprises, les petites boutiques, les travailleurs autonomes, ceux qui vendent du service. Bref, un gros merci Geneviève, c'était très, très, très intéressant. Ça me fait plaisir. Merci, Jen.